J'ai tremblé de rage en regardant ma belle-mère réaménager ma cuisine de rêve, portant mes vêtements. Nous restons indéfiniment, a-t-elle annoncé avec un sourire narquois. Mon mari m'a trahi par son silence. 5 jours de torture plus tard, j'ai disparu sans un mot. Personne ne s'attendait à ce qui est arrivé à l'étape suivante. Je m'appelle Judy, j'ai 32 ans. Avant de vous raconter mon histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Et assurez-vous d'aimer et de vous abonner si vous voulez plus d'histoires sur la façon de s'affirmer lorsque la famille franchit la ligne. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne à Chicago, du genre où l'on n'avait jamais tout à fait assez, mais où l'on ne manquait jamais des nécessités. Mes parents travaillaient dur pour subvenir à mes besoins et à ceux de ma sœur cadette, nous inculquant la valeur de l'indépendance et du travail acharné. Dès mon plus jeune âge, j'ai développé une fascination pour l'architecture et le design. Je passais des heures à dessiner les plans de ma maison de rêve sur du papier millimétré, imaginant chaque détail, du porche enveloppant aux fenêtres en bail du coin lecture. Après avoir obtenu mon diplôme d'architecture, j'ai passé 10 ans à gravir les échelons dans un cabinet respecté de la ville. J'ai commencé comme assistante, faisant les courses pour le café et organisant les plans, mais j'ai fini par gagner ma place en tant que chef de projet pour des développements résidentiels. Chaque jour, j'aidais les autres à créer leur maison de rêve tout en économisant discrètement pour la mienne. J'ai toujours été indépendante, quelqu'un qui chérit son espace personnel. Mon appartement pendant ces années était mon sanctuaire, méticuleusement organisé avec tout à sa place. Mes amis commentaient souvent à quel point mon espace semblait à la fois élégant et réconfortant, reflétant ma personnalité dans chaque détail soigneusement choisi. Puis j'ai rencontré Aaron lors d'une exposition d'architecture au centre-ville. Il représentait son cabinet d'ingénierie et nous avons sympathisé grâce à notre appréciation commune des pratiques de construction durable. Ce qui m'a le plus frappé chez Aaron, c'est à quel point il semblait respectueux de mes opinions et de mon espace. Au cours de nos 2 années de fréquentation, il n'a jamais franchi les limites ni m'a donné l'impression que mon indépendance était menacée. Notre mariage était petit, avec seulement 50 invités dans un espace industriel rénové que j'avais contribué à concevoir. Aaron avait mentionné que ses parents étaient traditionnels et pourraient trouver notre mariage peu conventionnel, donc je n'ai pas été surprise quand seulement une poignée de membres de sa famille y a assisté. J'ai rencontré ses parents, Eleanor et Harold, brièvement lors de la cérémonie. Ils semblaient polis, quoique un peu distants, complimentant le lieu, mais partant tôt avec de vagues excuses concernant un long trajet de retour. Au cours des 3 premières années de notre mariage, nous ne les avons vus que lors des grandes fêtes. Ces visites avaient toujours lieu chez eux, une vaste maison de style colonial dans la banlieue qu'Eleanor gardait impeccablement propre et décorée d'objets de famille et d'antiquités. Au cours de ces visites, j'ai remarqué comment Aaron devenait plus silencieux, plus respectueux des opinions de ses parents. Mais ces interactions étaient suffisamment brèves pour que je ne m'en inquiète pas trop. Pendant ce temps, Aaron et moi économisions pour notre maison de rêve. J'avais mis de l'argent de côté pendant 8 ans avant même de le rencontrer, et ensemble, nous avons continué à constituer notre fonds pour la maison. Nous vivions dans un modeste appartement, conduisions des voitures d'occasion et limitions nos vacances à des escapades de fin de semaine à distance de route. Chaque sacrifice semblait en valoir la peine à mesure que nos économies augmentaient. Le processus de recherche de maison a pris une année entière. J'avais une vision très précise et j'étais réticente à faire des compromis sur certaines caractéristiques. Aaron était patient, m'accompagnant à des dizaines de portes ouvertes chaque week-end. Quand nous avons finalement trouvé la maison victorienne avec les bonnes bases et le bon emplacement, j'ai tout de suite su que c'était la bonne. Les anciens propriétaires avaient déjà rénové la plomberie et les systèmes électriques, mais l'intérieur nécessitait une modernisation pour correspondre à ma vision. Le jour où nous avons eu les clés, j'ai pleuré. Après toutes ces années de rêve et d'économie, j'étais dans ma propre maison. Les 6 mois suivants ont été un tourbillon de projets de rénovation. J'ai conçu chaque pièce personnellement, travaillant avec des entrepreneurs pour donner vie à ma vision. La cuisine était mon chef-d'œuvre, avec des armoires sur mesure d'un bleu gris doux, des comptoirs en marbre, un évier de ferme et des appareils électroménagers haut de gamme. J'ai passé des semaines à choisir les lampes suspendues parfaites pour les suspendre au-dessus de l'îlot, et les carreaux du dosseret étaient importés d'Italie. Notre chambre à coucher est devenue une retraite avec de la moquette moelleuse, un lit king size et des rideaux occultants pour les matins où Aaron voulait faire la grasse matinée. La chambre d'amis était confortable mais simple, car nous avions rarement des visiteurs de nuit. Mon bureau à domicile était aménagé avec des étagères intégrées et un grand bureau donnant sur le jardin arrière où je pouvais travailler sur des projets indépendants le soir et le week-end. En parlant du jardin,
j'ai investi beaucoup de temps et d'argent pour transformer l'arrière-cour. J'ai planté des roses, des hortensias et un petit jardin d'herbes près de la cuisine. Nous avons ajouté une terrasse en pierre avec des meubles d'extérieur confortables où nous pouvions prendre notre café le matin ou notre vin le soir. Les 6 premiers mois dans notre nouvelle maison ont été idylliques. Aaron et moi avons établi des routines réconfortantes. En semaine, nous préparions le dîner ensemble dans notre cuisine de rêve, parlant de nos journées pendant que du jazz jouait doucement en arrière-plan. Les week-ends étaient consacrés au jardinage, aux petits projets d'amélioration et à l'organisation occasionnelle de dîners pour des amis proches. Nous avions envisagé de fonder une famille dans 1 an ou 2, une fois que nous nous serions pleinement installés dans la maison et que nous aurions reconstitué nos économies après les dépenses de rénovation. J'avais déjà mentalement désigné l'une des chambres d'amis comme future chambre d'enfant, bien que je l'ai gardée pour moi, ne voulant pas jinxer nos projets. Nous nous sommes liés d'amitié avec plusieurs voisins, en particulier Laura et James d'Accent Grave Côté. Un couple de notre âge, qui nous rejoignait souvent pour des barbecues impromptus ou des soirées jeux. Notre quartier était exactement ce que nous espérions, un mélange de jeunes professionnels et de familles établies avec des rues bordées d'arbres et un esprit communautaire. Bien que nous soyons à seulement 20 minutes du centre-ville, tout semblait parfait, comme si tous nos efforts et sacrifices avaient enfin porté leurs fruits. Notre maison était notre sanctuaire, une manifestation physique de notre amour et de nos rêves partagés. Je n'avais aucune idée à quel point cela pouvait être menacé rapidement. C'est un vendredi soir d'octobre que tout a changé. Aaron et moi préparions un dîner spécial pour célébrer sa récente promotion. Je coupais des légumes quand son téléphone a sonné. Il est entré dans le salon pour prendre l'appel, mais j'ai pu entendre sa voix monter dans ce qui ressemblait à de la surprise. Quand il est revenu dans la cuisine, son expression était tendue. « C'était mon père », a-t-il dit en posant son téléphone sur le comptoir. « Ils ont vendu leur maison. »« Ils l'ont vendue. »« Je pensais qu'ils aimaient cet endroit », ai-je répondu, surprise, car Eleanor avait toujours été si fière de leur maison. Apparemment, ils ont reçu une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser. Mais voici le truc. Aaron a hésité, sans me regarder dans les yeux. Ils ont besoin d'un endroit où rester pendant qu'ils cherchent leur prochaine étape. Je leur ai dit qu'ils pouvaient rester avec nous pendant quelques semaines. Mon couteau s'est arrêté à mi-coupure. Tu leur as dit oui sans me demander avant. Ce sont mes parents, Judy. Que étais-je censé dire? Ils ont besoin d'aide. Ce qu'Aaron avait décrit comme quelques semaines et une petite valise chacun s'est transformé en quelque chose d'entièrement différent lorsqu'Eleanor et Harold sont arrivés dimanche après-midi. Ils sont arrivés dans leur SUV de luxe avec 8 grandes valises, plus plusieurs boîtes de ce qu'Eleanor appelait des essentiels. Aaron a aidé à tout porter. Pendant que je me tenais dans l'embrasure de la porte, un sourire forcé plaqué sur mon visage. Quelle charmante petite maison, a dit Eleanor en entrant, son regard balayant de manière critique notre salon soigneusement conçu, bien que ses rideaux ne fassent rien pour l'espace. Nous avions du damas de soie dans notre salon formel, vous savez. Harold a grogné en posant une lourde boîte. La cour a besoin de travail. Ces arbustes sont plantés tout de travers. Je peux vous arranger ça pendant que nous sommes ici. Moins d'1 heure après leur arrivée, Eleanor ouvrait les placards et les tiroirs de la cuisine, commentant mon système d'organisation. Oh cher, tu ranges tes lunettes si inefficacement. Laisse-moi te montrer comment nous faisions ça chez nous. Avant que je puisse protester, elle réorganisait mes placards méticuleusement organisés, plaçant les objets du quotidien sur des étagères hautes que je pouvais à peine atteindre sans tabouret. Quand j'ai essayé de l'interrompre, elle m'a fait signe d'un geste de la main, « Fais-moi confiance, je gère une maison depuis avant ta naissance. » Harold, quant à lui, s'était approprié le salon, augmentant le thermostat de 5 degrés car il fait un froid de canard ici et changeant la télévision sur une chaîne de sport à volume maximum. Quand j'ai mentionné qu'Aaron et moi gardions généralement la maison plus fraîche pour des raisons de coûts énergétiques, il a ri et a dit, « Fiston, tu dois gagner plus d'argent pour que ta femme n'ait pas à pincer des sous sur le confort. » Aaron leur avait dit qu'il dormirait dans la chambre d'amis, mais Eleanor a jeté un coup d'œil dans notre chambre principale et a dit, « Ce sera parfait pour nous. » La chambre d'amis est beaucoup trop petite pour 2 personnes à long terme. À long terme, ai-je demandé, des alarmes sonnant dans ma tête. Je pensais que vous ne restiez que quelques semaines le temps de trouver un nouvel endroit. Eleanor et Harold ont échangé un regard que je ne pouvais pas interpréter. Aaron a rapidement interjeté. Installons-nous dans la chambre d'amis. Je suis sûr que nous pouvons vous y rendre confortable. Cette première nuit,
j'ai confronté Aaron dans notre salle de bain, gardant ma voix basse pour que ses parents ne l'entendent pas. Tu as dit quelques semaines. Pourquoi ta mère a-t-elle dit à long terme? Et pourquoi agissent-ils comme s'ils possédaient notre maison? Ils s'installent juste, a défendu Aaron. Papa est stressé par le déménagement, et tu sais comment maman devient quand elle est anxieuse. Ils s'adapteront. Mais ils ne se sont pas adaptés. Au lieu de cela, Aaron et moi étions ceux qui avons été forcés de nous adapter. Au 3e jour, Eleanor avait réaménagé non seulement la cuisine, mais aussi le mobilier du salon, affirmant que le nouvel arrangement ouvrait le flux d'énergie. Harold avait reprogrammé la télécommande de notre télévision, installé une parabole sans demander, et invité 2 de ses amis pour boire un verre sur notre patio. J'ai essayé d'établir des limites. Eleanor, je préférerais vraiment que la cuisine reste organisée à ma façon puisque je fais la plupart de la cuisine. Elle m'a tapé la main avec condescendance. Oh, ma chérie, je vais prendre en charge la cuisine maintenant que nous sommes là. Aaron me dit à quel point tu es occupé au travail, et un homme a besoin de repas fait maison corrects. Quand j'ai cherché le soutien d'Aaron, il a haussé les épaules en signe d'excuse, mais n'a rien dit. Ce soir-là, Eleanor a servi un repas élaboré qui comprenait un rôti qui nécessitait des heures de préparation utilisant des ingrédients que j'avais gardés pour une recette spéciale. Elle n'a pas demandé avant d'utiliser mon safran cher et mon huile d'olive importée. C'est comme ça qu'un vrai dîner de famille devrait être, a-t-elle annoncé en nous asseyant. Aaron a grandi avec des repas comme ça tous les soirs. Le changement le plus alarmant est survenu le 4e jour lorsque je suis rentré du travail pour trouver mon bureau transformé en ce qu'Harold appelait son centre de commandement. Mon bureau avait été poussé contre le mur. Mes dossiers de projet méticuleusement organisés empilés en désordre dans un coin, et son énorme ordinateur de bureau et plusieurs moniteurs dominaient maintenant l'espace. Il fallait que je m'installe correctement, a-t-il expliqué sans lever les yeux de son écran. On ne peut pas s'attendre à gérer mes investissements sur un ordinateur portable. Quand j'ai demandé où je devais travailler sur mes projets indépendants, Eleanor a suggéré la table de la cuisine quand elle n'est pas utilisée pour les repas. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte de ce qui avait été mon espace de travail privé, retenant des larmes de frustration. Ce soir-là, j'ai surpris Eleanor au téléphone avec quelqu'un discutant de la façon dont il s'installait dans notre nouvel arrangement de vie. Et Aaron est si heureux de nous avoir près de lui maintenant. La façon dont elle le disait donnait l'impression que c'était permanent, pas temporaire. Puis est arrivé le dîner du 5e jour qui m'a fait déborder. Je suis rentré épuisé après une journée de travail difficile pour trouver Eleanor portant mon pull en cachemire préféré, celui qu'Aaron m'avait offert pour mon anniversaire. Elle remuait quelque chose sur la cuisinière dans ma cuisine design qui ne ressemblait plus guère à l'espace que j'avais créé. Harold et Aaron étaient assis à l'îlot, buvant de la bière et riant de quelque chose. Aucun d'eux ne sembla remarquer mon arrivée au début. Je me suis tenu dans l'arche, contemplant la scène de ces envahisseurs qui avaient si rapidement colonisé mon sanctuaire. Oh, Judy, te voilà, Eleanor m'a enfin remarqué. J'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai emprunté ce pull. Les miens sont encore rangés, et il faisait un peu frais aujourd'hui. Avant que je puisse répondre, Harold s'est éclairci la gorge et a dit, Eleanor, c'est aussi bon moment que n'importe quel autre pour leur dire. Aaron s'est redressé, et j'ai remarqué un éclair de quelque chose dans ses yeux. La connaissance. Ils savaient déjà ce qu'ils allaient dire. Eleanor a baissé le feu et m'a fait face avec ce que je ne peux décrire que comme un sourire triomphant. Nous avons réfléchi à notre situation et nous avons décidé que la solution la plus raisonnable est que nous restions ici indéfiniment. Indéfiniment, ai-je répété, la voix à peine audible. Nous avons vendu notre maison parce que nous devions liquider nos actifs, a expliqué Harold. Nous avons fait quelques investissements qui n'ont pas porté leurs fruits. À notre âge, recommencer avec une hypothèque n'a pas de sens. Et Aaron est d'accord pour que la famille reste unie, a ajouté Eleanor, jetant un regard à son fils. Je me suis tourné vers Aaron, attendant qu'il les contredise, qu'il leur rappelle que cela devait être temporaire. Au lieu de cela, il a baissé les yeux sur sa bouteille de bière et n'a rien dit. Dans ce moment de silence, j'ai ressenti une trahison si profonde qu'elle m'a coupé le souffle. Le lendemain matin de l'annonce d'indéfiniment, je me suis réveillé tôt et je suis allé dans ma garde-robe pour m'habiller pour le travail. Plusieurs de mes pièces préférées avaient disparu, dont une coûteuse blouse en soie que j'avais épargnée après avoir décroché un client important. J'ai trouvé Eleanor dans la cuisine portant non seulement mon chemisier, mais aussi mon jean de créateur qu'elle avait réussi à rétrécir à la taille. « Oh, bonjour, ma chère », a-t-elle dit joyeusement.
J'espère que ça ne te dérange pas, mais mes vêtements ne sont tout simplement pas adaptés à ce style de vie décontracté que toi et Aaron avez. Je vais en prendre soin. Elle n'avait pas demandé. Elle n'avait même pas mentionné qu'elle les emprunterait. Elle avait simplement pris ce qu'elle voulait, comme si mes possessions étaient des biens communs maintenant qu'elle vivait ici. Plus tard dans la journée, j'ai découvert que Harold n'avait pas seulement pris mon bureau, mais avait également changé le mot de passe Wi-Fi pour des raisons de sécurité et oublié de me le communiquer. Quand j'ai interrogé Aaron à ce sujet ce soir-là, il semblait mal à l'aise, mais a défendu son père. Papa est juste prudent. Tu sais, il travaillait dans ce domaine avant de prendre sa retraite. Il s'inquiète des pirates. Mais c'est notre Wi-Fi. Aaron, j'ai besoin du mot de passe pour mon travail. Et pourquoi ta mère fouille-t-elle dans ma garde-robe sans demander? Au lieu de répondre à mes préoccupations, Aaron s'est défendu. Il s'adapte à une situation difficile, Judy. Ils ont perdu leur maison, leur indépendance. Ne peux-tu pas être un peu plus compréhensive? Ils sont plus âgés et ont leurs habitudes. Et nos habitudes? C'est notre maison pour laquelle nous avons travaillé des années pour l'acheter. Cela n'a-t-il pas d'importance? Le visage d'Aaron s'est durci. Ce sont mes parents. Ils m'ont élevé, ont sacrifié pour moi. Maintenant, ils ont besoin de notre aide, et tu agis comme s'ils envahissaient ton précieux espace. Parce qu'ils le font, ai-je m'est-il exclamé, ma voix s'élevant, malgré mes efforts pour rester calme. Ta mère porte mes vêtements sans demander. Ton père a pris mon bureau et a changé notre système de sécurité. Ils ont réorganisé toute notre cuisine et notre salon. C'est la définition d'une invasion. Aaron s'est levé et a attrapé ses clés. Je sors. Je ne peux pas te parler quand tu es égoïste comme ça. Il m'a laissé seul dans ce qui ne ressemblait plus à ma propre cuisine. Alors que je m'appuyais contre le comptoir, essayant de traiter ce qui se passait, Eleanor est apparue dans l'embrasure de la porte. Le mariage demande des compromis, ma chère, a-t-elle dit avec une fausse sympathie. Aaron a toujours été un garçon de famille. Tu savais certainement cela en l'épousant. Le lendemain, je suis rentré pour trouver Eleanor avait invité son club de bridge. 4 femmes âgées étaient assises dans mon salon, buvant dans mes tasses à thé de cérémonie, mangeant des biscuits servis sur les assiettes anciennes de ma grand-mère que je gardais précieusement pour des raisons sentimentales. Mesdames, voici la femme d'Aaron, m'a présenté Eleanor comme si j'étais une réflexion tardive dans ma propre maison. Elle travaille tellement que nous la voyons à peine. Une femme m'a regardé avec pitié. Ça doit être difficile d'équilibrer une carrière et la gestion d'une maison. À mon époque, nous connaissions nos priorités. Une autre a ajouté, Eleanor nous a dit qu'elle avait dû intervenir pour aider à la maison. Quelle bénédiction pour une jeune femme occupée d'avoir une ménagère expérimentée à proximité. Je me suis excusé avant de dire quelque chose que je regretterais. Dans notre chambre, j'ai trouvé que Harold avait déplacé notre télévision dans leur chambre parce que le match était à l'antenne et qu'Aaron avait dit que ce serait bien. Notre chambre semblait maintenant plus petite, plus vide, un autre espace violet. L'intrusion financière a commencé subtilement. D'abord, il y a eu Harold mentionnant distraitement au dîner qu'il avait emprunté de l'argent à Aaron pour une opportunité d'investissement. Puis Eleanor est revenue du shopping avec des sacs de magasins chers, des achats faits avec ce que j'ai découvert plus tard être notre carte de crédit commune. Quand j'ai confronté Aaron à propos des frais, sa réponse m'a stupéfié. Ils ont besoin de certaines choses pour se sentir à l'aise ici. Papa va nous rembourser une fois que son investissement aura été rentable. Quel investissement et combien leur avez-vous donné sans m'en parler avant? Aaron avait l'air coupable mais défensif. Ce sont mes parents, Judy. Ils m'ont aidé toute ma vie. Maintenant, c'est mon tour. Combien, Aaron? Après quelques pressions, il a admis qu'il donnait de l'argent à ses parents depuis des années, même avant qu'ils n'emménagent. De petites sommes au début, mais augmentant au fil du temps à mesure que leur situation financière se détériorait. Le récent investissement était de 15 000 $ de nos économies communes, de l'argent que nous avions mis de côté pour avoir un bébé. Nous pourrons économiser à nouveau, a-t-il insisté en voyant mon choc. Papa dit que cette opportunité pourrait doubler notre argent. Le même papa qui venait d'admettre avoir fait des investissements ratés qui les avaient obligés à vendre leur maison. Les violations de mon espace, de mes possessions, et maintenant de notre avenir financier ont continué d'escalader. Harold a commencé à fumer des cigares sur notre patio arrière malgré notre règle de maison sans fumer, et mon asthme.
Quand je l'ai mentionné à Aaron, il a suggéré que je reste à l'intérieur si la fumée vous dérange. Eleanor critiquait ma cuisine, mon nettoyage, mes choix de décoration, tout à l'oreille d'amis ou de voisins, se positionnant comme la sauveuse qui était arrivée juste à temps pour réparer la situation domestique de son fils. Aaron était toujours habitué à un niveau plus élevé à la maison, disait-elle, avec un regard significatif dans ma direction. Le point culminant est arrivé exactement 2 semaines après leur emménagement. Je suis rentré tôt du travail avec une migraine pour découvrir qu'Eleanor avait complètement réorganisé ma cuisine. Les couteaux de chef spéciaux que mon ami de l'école de cuisine nous avait offerts en cadeau de mariage avaient disparu, remplacés par le vieil ensemble d'Eleanor des années 80. Mes livres de cuisine collectés avaient été emballés et déplacés dans le garage pour faire place à la collection de Eleanor de chiens en porcelaine sur les étagères. Quand j'ai demandé où étaient mes affaires, Eleanor m'a fait signe avec dédain. J'ai donné ces vieux couteaux à la vente de charité de l'église. Ils prenaient trop de place sur le comptoir avec ce bloc, et ces livres de cuisine prenaient la poussière. Personne n'utilise de livres pour les recettes maintenant, ma chère. Tout est en ligne maintenant. Je suis resté figé sur place, incapable de comprendre quels est donner mes objets personnels sans demander. Des objets ayant une valeur monétaire et sentimentale disparus parce qu'elle avait décidé qu'ils étaient inutiles. Pendant que j'étais encore sous le choc de cette découverte, Harold m'a fièrement montré l'amélioration qu'il avait apportée à notre salon, une télévision de 70 pouces montée sur le mur où ma peinture préférée avait accroché. Le mur était maintenant endommagé avec plusieurs trous de perceuse de son processus de montage essai et erreur et les câbles pendaient visiblement jusqu'à la prise électrique. Il fallait avoir une vraie télévision ici, a-t-il expliqué. Votre petit truc de 36 pouces était pratiquement invendable. Aaron et moi avons partagé les frais. Encore plus d'argent dépensé sans ma connaissance ni mon consentement. Encore des changements permanents apportés à notre maison unilatéralement. J'ai trouvé Aaron dans le garage et je l'ai confronté à propos des 2 situations. Tu as laissé ta mère donner mes couteaux professionnels et tu as aidé ton père à acheter une télévision dont nous n'avons pas besoin sans m'en parler avant. Aaron avait l'air mal à l'aise mais a tenu bon. Maman pensait qu'elle aidait à organiser les choses et elle ne s'est pas rendue compte que les couteaux étaient spéciaux. Quant à la télévision, papa et moi regardons beaucoup de sport ensemble maintenant. C'est bien qu'il soit là pour ça. Ce n'est pas une question de couteau ou de télévision, Aaron. C'est une question de respect et de limite. Tes parents envahissent notre maison, dépensent notre argent, et tu les laisses faire. Ce sont mes parents, a-t-il répété la phrase qui était devenue son mantra. Ce soir-là, après que tout le monde soit allé se coucher, j'ai découvert le coup de grâce. Sur notre ordinateur portable partagé, j'ai trouvé un onglet de navigateur ouvert montrant le site web d'une entreprise locale de rénovation domiciliaire. Dans le brouillon de mail se trouvait un message de Harold à l'entreprise discutant des plans de conversion de notre jardin arrière en espace de divertissement extérieur avec un barbecue intégré, une cuisine extérieure et une pergola. Le coût estimé était de près de $30 000, de l'argent que nous n'avions tout simplement pas, à moins de vider complètement nos économies. Un autre onglet montrait qu'Eleanor avait recherché comment établir légalement sa résidence dans une propriété avec des notes sur les droits des locataires dans notre État. Il ne restait pas seulement indéfiniment. Il prévoyait d'établir des droits légaux sur notre maison. Le lendemain matin, j'ai demandé à Aaron de me rencontrer pour déjeuner, loin de la maison et de ses parents. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café au centre-ville, un territoire neutre, où j'espérais que nous pourrions avoir une conversation honnête sans interruption. Nous devons parler de tes parents et fixer des limites, ai-je commencé une fois que nous avions commandé. Cette situation ne me convient pas, Aaron. Ils envahissent notre maison, nos finances et nos vies. Aaron tripotait sa serviette, sans me regarder. Ils traversent une période difficile, Judy. Nous devons être solidaires. Être solidaire ne signifie pas les laisser tout envahir. Nous devons fixer un délai pour la durée de leur séjour et établir quelques règles de base pendant qu'ils sont avec nous. Aaron est resté silencieux un long moment, puis a finalement levé les yeux. Ils n'ont pas de délai, Judy. Ils ne peuvent pas se permettre un autre endroit. Qu'est-ce que tu veux dire, ils ne peuvent pas se permettre un autre endroit? Ils viennent de vendre leur maison. Où cet argent est-il allé? Il a soupiré lourdement. Ils avaient plus de problèmes financiers que je ne le pensais. Papa a fait de mauvais investissements et ils avaient une 2e hypothèque sur la maison. La vente a à peine couvert leurs dettes. Ils ont leur sécurité sociale, mais ce n'est pas suffisant pour louer quelque chose de décent dans ce quartier. J'ai ressenti une froide angoisse se répandre en moi.
Depuis combien de temps le sais-tu? Le silence d'Aaron était une réponse suffisante. Tu savais avant qu'ils emménagent, n'est-ce pas? Tu savais que ce ne serait jamais temporaire. Il a hoché la tête lentement. Je ne pouvais pas leur tourner le dos, Judy. Ils n'ont nulle part d'autre où aller. Alors, tu m'as menti à la place. Laisse-moi penser que c'était une situation temporaire alors que tu savais depuis le début qu'ils prévoyaient de rester définitivement. Je pensais qu'une fois que tu serais habitué à les avoir autour, ce ne serait pas si grave, a-t-il admis. Ils envisagent même de transformer la chambre d'amis en petit appartement pour eux. Papa a trouvé un entrepreneur qui pourrait ajouter une kitchenette et agrandir la salle de bain. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Tu as planifié des travaux dans notre maison sans même m'en parler. C'est aussi ma maison, Aaron. Une maison pour laquelle j'ai travaillé des années pour l'acheter. C'est notre maison, a-t-il corrigé. Et ce sont mes parents. La famille prend soin de la famille. Et moi alors? Ne suis-je pas ta famille, moi aussi? Mes sentiments n'ont-ils aucune importance dans tout cela? L'expression d'Aaron s'est durcie. Je ne voulais pas que ça en arrive là. Mais si tu ne peux pas accepter mes parents, alors peut-être que nous devrions reconsidérer notre mariage. Ils ont besoin de moi, Judy. Je me suis assise, stupéfaite par l'ultimatum. Tu choisis sérieusement tes parents plutôt que notre mariage en ce moment? Je te demande d'être plus compréhensive et compatissante. Ils n'ont nulle part où aller, et je ne vais pas mettre mes parents âgés dehors parce que tu es possessive à propos de l'arrangement de ta cuisine. Son dédain pour mes préoccupations comme étant trivial fut l'insulte finale. Il ne s'agissait pas d'arrangement de cuisine ou de vêtements empruntés. Il s'agissait de respect, de partenariat et de l'avenir que nous avions planifié ensemble, démantelé sans mon consentement. Alors que nous retournions à la maison dans des voitures séparées, j'ai remarqué Eleanor nous regarder par la fenêtre du salon. Quand nous sommes entrés, elle arrangeait des fleurs dans un vase, mais le sourire satisfait qu'elle essayait de cacher me disait qu'elle savait exactement ce qui s'était passé. Elle avait gagné. Dans les jours qui ont suivi, Harold est devenu plus audacieux dans ses projets de rénovation. Je l'ai trouvé dans le jardin arrière un après-midi en train de marquer des zones avec de la peinture en aérosol et de prendre des mesures. Quand j'ai demandé ce qu'il faisait, il m'a fièrement montré des dessins élaborés pour une rénovation complète de l'arrière-cour, y compris un barbecue intégré, une cuisine extérieure et une pergola. Je vais rendre cet endroit vraiment habitable, a-t-il expliqué. Je n'ai jamais compris ces jardins minimalistes que vous aimez, vous les jeunes. Une vraie maison a besoin d'un espace de divertissement. Harold, nous ne pouvons pas nous permettre une rénovation comme celle-ci en ce moment, ai-je essayé d'expliquer, et nous réservions cet espace pour une aire de jeu à terme. Il a balayé mes préoccupations. Aaron et moi en avons discuté. Nous allons utiliser une partie de la valeur nette de votre maison. Les valeurs immobilières dans ce quartier sont fortes. Donc, il est logique d'investir à nouveau dans la maison. Il prévoyait de contracter un prêt garanti par notre maison, une maison qui avait été mon rêve pendant si longtemps, pour financer des rénovations que je ne voulais ni approuver. Quand j'ai essayé d'en discuter avec Aaron ce soir-là, il a évité la conversation, disant qu'il était trop fatigué du travail et qu'il en parlerait plus tard. Le plus tard n'est jamais venu. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à côté d'Aaron, me sentant comme une étrangère dans mon propre lit, dans ma propre maison. J'ai réalisé avec une clarté douloureuse que ce n'était plus une situation qui pouvait être résolue par de meilleures limites ou une communication plus claire. Aaron avait fait son choix, et ce n'était pas moi. Je me suis glissé hors du lit et je suis allé dans la salle de bain des invités, le seul espace de la maison qui me semblait encore en partie à moi, puisqu'Eleanor et Harold l'utilisaient rarement. J'ai appelé ma meilleure amie Nicole malgré leur tardive. Il prévoit de contracter un prêt hypothécaire pour rénover le jardin, ai-je murmuré au téléphone. Aaron m'a lancé un ultimatum aujourd'hui. Soit j'accepte que ses parents vivent avec nous en permanence, soit notre mariage est terminé. Nicole a marqué une pause avant de demander « Sur quel nom est la maison ?» Judy. Les deux. Mais j'ai mis la majeure partie de la compte de mes économies avant même notre mariage. Tu dois parler à un avocat, a dit Nicole fermement. Demain, avant qu'il ne puisse contracter des prêts ou établir des droits de résidence. Le lendemain matin, j'ai appelé malade au travail et j'ai rencontré Sarah, une avocate spécialisée en droit de la famille recommandée par Nicole. J'ai apporté tous nos documents financiers, y compris les papiers de l'hypothèque, les relevés bancaires et les registres de mes économies avant mariage qui ont servi à l'achat de la maison.
D'après ce que vous m'avez dit, vous avez plusieurs options, a expliqué Sarah après avoir tout examiné. Comme vous avez contribué à la majorité de l'acompte avec des fonds que vous aviez avant le mariage, vous avez une forte revendication sur la maison en cas de divorce. Cependant, vos beaux-parents pourraient potentiellement établir des droits de locataire s'ils restent assez longtemps, ce qui pourrait compliquer les choses. Qu'en est-il des prêts qu'ils prévoient de contracter sur la maison? Votre mari ne peut pas légalement contracter un prêt hypothécaire sans votre signature puisque nous sommes tous deux sur l'acte. S'il essaie de falsifier votre signature, ce serait de la fraude. Sarah m'a aidé à comprendre mes droits et les mesures que je pouvais prendre pour me protéger, moi et ma maison. Je suis sorti de son bureau avec un plan clair et un sentiment de résolution que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Alors que j'étais assise dans ma voiture dans le parking, j'ai passé plusieurs appels. D'abord à ma banque où j'ai ouvert un compte séparé à mon seul nom et j'ai transféré mes économies personnelles qui restaient séparées de nos comptes conjoints. Puis à mon patron pour expliquer que je traitais une urgence familiale et que j'aurais peut-être besoin d'une certaine flexibilité dans les semaines à venir. Enfin, à un serrurier, bien que je n'ai pas encore pris rendez-vous. Quand je suis rentré cet après-midi-là, j'ai trouvé Eleanor portant une autre de mes tenues, cette fois une robe que j'avais mise de côté pour une prochaine présentation client. Elle recevait son groupe d'église dans notre salon, leur servant du thé dans la porcelaine de ma grand-mère. « Judy, te voilà » a-t-elle dit avec une fausse gaieté. Je disais juste aux dames à propos de notre nouvel arrangement de vie. C'est merveilleux pour Aaron d'avoir des repas faits maison tous les soirs. N'est-ce pas? Ce n'est pas le cas, a ajouté l'une des femmes. Eleanor disait que tu n'es jamais à la maison. Quelle bénédiction qu'elle puisse à nouveau fournir un environnement familial convenable à son fils. J'ai souri fermement et je me suis excusé. Dans notre chambre, j'ai trouvé que plusieurs de mes photos de famille encadrées avaient été retirées de la commode, remplacées par des photos de l'enfance d'Aaron et de ses parents. C'était comme s'il m'effaçait systématiquement de la maison que j'avais créée. Ce soir-là, Aaron m'a informé que ses parents avaient trouvé un entrepreneur prêt à commencer les travaux dans le jardin la semaine suivante. Quand je lui ai rappelé que nous ne pouvions pas nous permettre une rénovation aussi étendue, il a révélé que son père avait proposé d'investir l'argent restant de la vente de leur maison. Alors, ils ont de l'argent, ai-je dit, en reliant les points. Ils choisissent juste de le dépenser pour changer notre maison plutôt que de trouver leur propre endroit. Papa veut ajouter de la valeur à la propriété, a défendu Aaron. C'est un investissement judicieux. Non, Aaron, ça ne se fera pas. Je ne signerai aucun document de prêt, et je n'approuverai pas de construction sur une maison qui est à moitié à moi. Son expression s'est assombrie. Nous verrons à ce sujet plus tard. Je l'ai entendu au téléphone avec quelqu'un discuter pour savoir si un conjoint pouvait être contraint d'accepter des améliorations domiciliaires ou si une seule signature suffisait pour une marge de crédit hypothécaire. Il cherchait activement des moyens de contourner mon refus. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Ce n'était plus une maison où j'étais respecté ou valorisé. C'était devenu un champ de bataille où j'étais en infériorité numérique, 3 contre 1. Je devais me protéger et protéger ce qui restait du rêve que j'avais travaillé si dur pour réaliser. Le lendemain, j'ai programmé un rendez-vous de suivi avec Sarah, l'avocate. Cette fois, j'ai apporté des preuves imprimées des changements qu'avaient apportés les parents d'Aaron à notre maison sans permission, y compris des photos des dommages au mur dus à l'installation de la télévision de Harold et des captures d'écran de leur recherche de rénovation. Je veux comprendre toutes mes options, ai-je dit à Sarah. Si je décide de partir, qu'arrive-t-il à la maison? Sarah a expliqué que dans notre État, la maison serait considérée comme un bien conjugal, mais ma contribution significative avant le mariage à l'acompte serait prise en compte dans toute division des actifs. Elle m'a conseillé de tout documenter. Prenez des photos de l'état actuel de la maison, rassemblez tous les documents financiers montrant vos contributions, et commencez à tenir un journal des incidents. S'ils endommagent des biens ou apportent des changements sans consentement, documentez-le avec des dates et des descriptions. Elle a également confirmé ce que je soupçonnais, en tant que copropriétaire légal de la maison, j'avais le droit de refuser des rénovations ou des prêts hypothécaires. Ils ne peuvent légalement procéder à des changements structurels majeurs sans votre signature, m'a-t-elle assuré. Avec ces connaissances, j'ai commencé à rassembler de la documentation. J'ai pris des photos détaillées de chaque pièce de la maison, en me concentrant sur les changements et les dommages causés par Eleanor et Harold. J'ai rassemblé tous les documents financiers, y compris mes relevés bancaires avant mariage, montrant l'épargne que j'avais accumulée pour la maison et nos documents hypothécaires. Ensuite,
j'ai rendu visite à ma banque à nouveau et j'ai parlé à un conseiller financier de la protection de mes actifs. J'ai assuré que mon salaire serait désormais déposé sur mon nouveau compte individuel plutôt que sur notre compte conjoint. J'ai également retiré mon nom de notre carte de crédit conjointe pour éviter d'être responsable de toute nouvelle charge qu'Aaron ou ses parents pourraient faire. Vous devriez également vérifier votre rapport de crédit, a suggéré le conseiller. Assurez-vous qu'aucun nouveau compte n'a été ouvert à votre nom sans votre connaissance. Ce conseil s'est avéré inestimable car j'ai découvert une enquête de crédit d'un magasin de rénovation domiciliaire pour une nouvelle carte de crédit à mon nom et à celui d'Aaron. Bien que je n'ai jamais demandé ni autorisé une telle demande, j'ai immédiatement bloqué mon crédit pour empêcher l'ouverture de nouveaux comptes. Une fois mes protections financières en place, je suis passé à la sécurité physique. J'ai loué une petite unité de stockage et j'ai commencé à y déplacer secrètement mes biens les plus précieux quand personne n'était à la maison. Les bijoux de ma grand-mère qu'Eleanor avait convoités. Documents importants. Photos de famille irremplaçables. Les quelques articles de cuisine que j'avais réussi à sauver de la réorganisation d'Eleanor. J'ai également contacté une société de sécurité privée recommandée par Sarah. J'ai expliqué ma situation et ils m'ont aidé à installer de petites caméras discrètes dans les espaces communs de la maison. Ces caméras téléchargeaient les enregistrements sur un serveur cloud sécurisé auquel seul moi pouvais accéder. Si Aaron ou ses parents endommageaient des biens ou retiraient mes affaires, j'aurais des preuves. La partie la plus difficile a été de maintenir une façade d'acceptation pendant que je finalisais mes plans. J'ai prétendu me réchauffer à l'idée de la résidence permanente d'Eleanor et Harold, allant même jusqu'à assister à un dîner où ils discutaient de leurs idées pour améliorer la salle de bain principale. Ensuite, la douche est tellement démodée, s'est plainte Eleanor. Dans notre ancienne maison, nous avions l'une de ces douches à effet de pluie et des jets corporels, a ajouté Harold. J'ai un gars qui pourrait refaire le tout pour un prix raisonnable. Nous pourrions prendre de l'argent du fond de la maison. J'ai souri et hoché la tête tout en ajoutant mentalement cette conversation à ma documentation. Le fonds de la maison auquel il faisait référence était notre compte d'épargne commun, l'argent que nous avions mis de côté pour les impôts fonciers et les réparations d'urgence. Chaque nuit, j'ajoutais à mon dossier détaillé de leurs violations et des trahisons d'Aaron, l'utilisation non autorisée de notre carte de crédit, la mise au rebut de mes biens personnels, les rénovations prévues sans mon consentement, les tromperies financières. Le schéma était clair et bien documenté. Pendant ce temps, j'ai également renoué avec mon réseau de soutien. J'ai déjeuné avec Nicole chaque semaine, lui confiant les derniers développements et recevant son soutien indéfectible. J'ai contacté d'anciens collègues qui pourraient m'aider à trouver du travail indépendant si nécessaire. J'ai même appelé mes parents sans révéler la situation complète pour renforcer ces liens familiaux qui s'étaient affaiblis pendant mon mariage. Puis est venu le catalyseur final. Je suis rentré tôt un jour pour trouver Eleanor avait pénétré dans la garde-robe de notre chambre et trié mes vêtements restants, en plaçant beaucoup dans une boîte de dons. Ces styles sont démodés, ma chère, a-t-elle expliqué quand elle m'a vu debout dans l'embrasure de la porte. Je fais de la place pour de nouvelles choses qui te mettraient mieux en valeur. Parmi les articles qu'elle jetait se trouvait une courte pointe faite à la main que ma grand-mère m'avait donnée avant de mourir. Quand je me suis précipité pour la récupérer, Eleanor l'a tenue loin de moi. Cette vieille chose tombe en morceaux. Il est temps de la laisser partir. C'était à ma grand-mère, ai-je dit, la voix tremblante. Ce n'est pas à toi de la jeter. Eh bien, cette garde-robe est à peine assez grande pour tes affaires et celles d'Aaron, sans parler des vêtements que je dois ranger. Des sacrifices doivent être faits quand les familles vivent ensemble. J'ai réussi à sauver la courte pointe, mais j'ai découvert plus tard qu'Eleanor avait déjà fait don de plusieurs boîtes de mes affaires à la vente de charité de son église, y compris des livres que mon père m'avait donnés et des œuvres d'art encadrées que j'avais collectionnées au fil des ans. Ce soir-là, Harold m'a montré le contrat de construction qu'il avait imprimé pour la rénovation de l'arrière-cour. J'ai besoin de ta signature ici, a-t-il dit en pointant une ligne en bas. L'entrepreneur peut commencer lundi. L'estimation était de 32 000 $, bien plus que ce que nous avions en épargne. Quand j'ai demandé comment nous payions cela, Aaron a finalement admis qu'il prévoyait d'utiliser la ligne de crédit hypothécaire qu'il avait demandée. L'approbation est arrivée aujourd'hui, a-t-il dit, sans me regarder. Nous avons juste besoin de signer les documents finaux à la banque demain. J'ai réalisé qu'ils avaient avancé avec les demandes de prêt malgré mon refus explicite. La trahison était complète. Je me suis excusé et je suis allé à la salle de bain où j'ai envoyé un SMS à Nicole. C'est l'heure. Peux-tu venir me chercher demain ? Cette nuit-là, j'ai finalisé mon plan d'évasion.
Je partirai pendant qu'ils seraient tous dehors le lendemain. Aaron avait une réunion le matin. Eleanor avait son rendez-vous chez le coiffeur et Harold jouait au golf le jeudi. J'aurai environ 3 heures pour rassembler mes affaires restantes et disparaître. Avant de me coucher, j'ai écrit une courte note que je laisserai sur le comptoir de la cuisine. J'ai besoin de temps pour réfléchir. S'il vous plaît, ne me contactez pas. Rien de plus, rien de moins. Puis j'ai emballé un petit sac de nuit et je l'ai caché dans le coffre de ma voiture. Alors que je m'allongeais à côté d'Aaron pour ce que je savais être la dernière fois, il a tendu la main vers la mienne dans l'obscurité. Les choses s'amélioreront une fois que nous aurons terminé les rénovations, a-t-il dit endormi. Tu verras. Ce sera comme à la maison à nouveau. Mais ce ne serait plus jamais ma maison. Ce rêve avait été systématiquement démantelé pièce par pièce, limite par limite. Demain serait le premier jour de la reprise de ma vie et de mon pouvoir. Le lendemain matin s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu. Aaron est parti à sa réunion avec un baiser distrait sur ma joue. Eleanor est partie pour son rendez-vous hebdomadaire chez le coiffeur, portant une autre de mes robes sans demander. Harold a chargé ses clubs de golf dans sa voiture, mentionnant qu'il pourrait s'arrêter pour boire avec les garçons après. Dès que leurs voitures ont disparu dans la rue, je me suis mis en action. J'avais déjà déplacé la plupart de mes objets irremplaçables dans l'unité de stockage, donc ce qui restait était minime. J'ai emballé 2 valises avec des vêtements, mon ordinateur portable et mes matériels de travail, et les quelques souvenirs personnels que j'avais réussi à cacher de la purge d'Eleanor. Avant de partir, j'ai activé les caméras de sécurité que j'avais installées et j'ai confirmé qu'elles enregistraient correctement. J'ai changé tous mes mots de passe, supprimé mes informations personnelles de notre ordinateur partagé et laissé ma clé de maison sur le comptoir à côté de la brève note que j'avais préparée. J'ai jeté un dernier regard autour de ce qui avait autrefois été ma maison de rêve. La cuisine qu'Eleanor avait réaménagée au-delà de toute reconnaissance. Le salon dominé par l'énorme télévision de Harold, le jardin qui serait bientôt détruit pour leur espace de divertissement. Puis j'ai franchi la porte, la fermant derrière moi pour la dernière fois. Nicole m'attendait à un pâté de maison de là dans sa voiture. « Ça va ?» m'a-t-elle demandé pendant que je chargeais mes valises dans son coffre. « Pas encore, ai-je admis, mais ça ira. » Nous nous sommes rendus au petit appartement meublé que j'avais loué la veille, payé 3 mois d'avance sur mon compte d'épargne séparé. Ce n'était rien comme la maison que j'avais quittée, un simple appartement d'une chambre avec des meubles basiques, mais c'était le mien seul. Personne ne réorganiserait ma cuisine, ne porterait mes vêtements ou ne prendrait de décision concernant mon espace sans mon consentement. Pendant 5 jours, j'ai maintenu le silence complet. J'ai éteint mon téléphone, évitant tout contact avec Aaron et sa famille. J'ai pris une semaine de congé d'urgence au travail, invoquant des raisons personnelles, et j'ai travaillé à distance depuis mon nouvel appartement. J'ai utilisé ce temps pour finaliser mes plans avec Sarah et préparer les documents juridiques dont nous aurions besoin. Pendant ce temps, selon les images de ma caméra de sécurité, le chaos a éclaté à la maison. Aaron s'est mis en arrêt maladie et a passé des heures à faire les 100 pas, alternant entre la colère et la panique alors qu'il appelait mes amis et collègues essayant de me localiser. Eleanor semblait d'abord satisfaite, disant à Aaron que je faisais une crise de colère et que je reviendrais à 4 pattes quand elle réaliserait que je n'avais nulle part où aller. Harold a continué ses plans de rénovation, appelant l'entrepreneur pour confirmer leur date de début malgré mon absence. Il semblait inconscient de la gravité de la situation, disant à Aaron, « Elle s'en remettra. » Les femmes le font toujours. Au 3e jour, la panique d'Aaron s'est intensifiée. La caméra du salon l'a capturé en train de se disputer avec ses parents pour la première fois. Sa voix s'est élevée alors qu'il remettait en question s'ils étaient allés trop loin. Eleanor a répondu défensivement, lui rappelant que la famille passe avant tout et suggérant que j'étais jamais engagé envers ce mariage si elle pouvait partir si facilement. Le matin du 5e jour, j'ai mis mon plan à exécution. J'avais Sarah préparé un dossier juridique complet, y compris, 1. Une lettre formelle établissant ma revendication de propriété sur la maison basée sur ma contribution avant mariage à l'acompte. 2. Une ordonnance de cesser et s'abstenir interdisant toute rénovation ou modification de la propriété sans mon consentement écrit explicite. 3. La documentation de toutes les modifications non autorisées déjà apportées à la maison, y compris des preuves photographiques. 4. Un avis formel que je n'avais pas autorisé et n'autoriserai aucune prêt utilisant la maison comme garantie. 5. Une lettre séparée décrivant mes conditions pour soit retourner à la maison, ce qui nécessiterait qu'Eleanor et Harold déménagent immédiatement, soit pour procéder au divorce et à la division des biens.
J'ai organisé la livraison de ces documents par un service de messagerie professionnelle, quelqu'un qui nécessiterait une signature, et serait témoin de la réaction initiale. J'ai également chronométré la livraison pour quand je savais qu'ils seraient tous les trois à la maison. Selon la diffusion de ma caméra de sécurité, précisément à 10 heures du matin, le coursier est arrivé à la maison. La caméra de sonnette a capturé Eleanor répondant à la porte, l'air confuse à la livraison formelle. Elle a signé le colis et l'a emporté dans la cuisine où Aaron et Harold prenaient leur café. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Aaron alors qu'Eleanor lui tendait la grosse enveloppe. « Quelque chose de légal pour toi et Judy à signer. »« Probablement pour le prêt de rénovation », a suggéré Harold, levant à peine les yeux de son journal. Aaron a ouvert l'enveloppe et a commencé à lire le premier document. Son visage a pâli visiblement alors qu'il continuait à la page suivante et à la suivante. Eleanor a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, son expression passant de la curiosité au choc. « Qu'est-ce que ça dit ?» a exigé Harold lorsqu'il a remarqué leur réaction. La voix d'Aaron était creuse alors qu'il résumait, « Judy revendique la propriété principale de la maison en raison de son acompte. Elle interdit toute rénovation, dit-elle. Elle dit que si vous ne partez pas immédiatement, elle demandera le divorce et forcera la vente de la propriété. » Eleanor lui a arraché les papiers. « Elle ne peut pas faire ça. Nous avons des droits en tant que résidents. » « En fait, dit Aaron, continuant à lire, selon ceci, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas établi de résidence légale encore, et en tant que copropriétaire, elle a le droit de vous refuser comme invité de longue durée. » Harold a frappé du poing sur la table. « C'est ridicule. Appelle ton avocat. Nous allons nous battre. » Mais Aaron était devenu complètement immobile, fixant autre chose dans l'enveloppe. Il a sorti une clé USB avec une note jointe, image de sécurité des 3 dernières semaines. Il l'a branchée sur son ordinateur portable et a commencé à regarder. Les caméras avaient tout capturé. Eleanor portant les vêtements de Judy sans permission, jetant ses biens personnels, faisant des commentaires désobligeants à son sujet lorsqu'elle n'était pas présente. Harold endommageant les murs, planifiant des rénovations non autorisées, discutant de la façon de contourner le refus de Judy de signer les documents de prêt, leur invasion de chaque espace privé de la maison, et le plus accablant de tous, leur conversation lorsqu'ils pensaient que personne n'écoutait, révélant leur plan d'établir une résidence permanente et de prendre progressivement le contrôle de la maison entièrement. Alors qu'Aaron regardait les images, son visage passa par le choc, la honte, et enfin la compréhension. Les caméras avaient capturé l'effacement systématique de sa femme de sa propre maison, un effacement qu'il avait non seulement permis mais auquel il avait participé. Le dernier document du paquet était une lettre manuscrite de moi à Aaron. J'ai construit ce rêve à partir de rien. J'ai économisé pendant 8 ans avant de te rencontrer. J'ai conçu chaque pièce de cette maison pour créer un foyer pour nous. Mais il n'y a plus de nous. Seulement toi et tes parents contre moi. Tu as clairement fait ton choix. Maintenant, j'ai fait le mien. Vous avez 48 heures pour répondre à mes conditions avant que mon avocat ne dépose les papiers de divorce et la revendication de propriété. La caméra de sonnette a capturé ce qui s'est passé ensuite. Aaron s'est affalé sur une chaise, la tête dans les mains. Eleanor faisait les 100 pas frénétiquement, alternant entre la rage et les tentatives de minimiser la situation. Harold passait des appels, vraisemblablement pour trouver son propre conseiller juridique. Puis, alors que le coursier partait, un deuxième véhicule est arrivé à la maison. C'était la mienne. J'avais chronométré mon retour parfaitement, sachant qu'il serait secoué par les documents juridiques. J'ai monté le chemin vers ma maison, n'ayant plus peur ni incertaine. Par l'application de sécurité sur mon téléphone, j'ai observé leur réaction à l'intérieur alors qu'ils remarquaient ma voiture. « Elle est de retour », a dit Harold, regardant par la fenêtre. « Bien », a déclaré Eleanor. « Maintenant, nous allons pouvoir lui parler raisonnablement. » Mais Aaron, dit rien, toujours fixant les images jouant sur l'écran de son ordinateur portable. J'ai déverrouillé la porte avec la clé de rechange que j'avais gardée et je suis entré dans la cuisine. Derrière moi sont entrés 2 agents de sécurité en uniforme de la société que j'avais engagée, ainsi que Sarah, mon avocate. « Bonjour », ai-je dit calmement, les regardant chacun à tour de rôle. « Je crois que vous avez reçu mes conditions. » Eleanor s'est immédiatement dirigée vers moi, le visage déformé par la colère, mais l'un des agents de sécurité s'est avancé, créant une barrière entre nous. « Madame Thompson », a dit Sarah formellement, comme discuté dans les documents livrés plus tôt, vous et Monsieur Thompson êtes actuellement des occupants non autorisés de cette propriété.
Ma cliente, en tant que propriétaire principal, demande votre départ immédiat. C'est absurde, a craché Harold. Aaron, vas-tu laisser ces gens parler à tes parents comme ça? Aaron a finalement levé les yeux de l'ordinateur, ses yeux rouges et larmoyants. Il m'a regardé, puis ses parents, puis à nouveau l'écran où Eleanor pouvait être vue à la caméra, disant à son ami que Judy n'avait jamais été assez bien pour Aaron, et comment il prévoyait de l'aider à le voir une fois que nous serions installés de façon permanente. Je pense que vous devriez partir, a-t-il dit doucement à ses parents. Quoi? Eleanor a halté. Tu as bien entendu, ai-je dit. Vous avez 1 heure pour emballer vos affaires essentielles. Le reste pourra être arrangé plus tard par nos avocats. Vous ne pouvez pas faire ça, a protesté Harold. Nous avons des droits. En fait, monsieur, a interjeté l'un des agents de sécurité, comme vous n'avez pas établi de résidence légale et que vous êtes ici en tant qu'invité des propriétaires. On peut vous demander de partir à tout moment. Si vous refusez, ce serait considéré comme une intrusion. Les voisins avaient commencé à se rassembler dehors, attirés par la vue inhabituelle des véhicules de sécurité dans notre rue normalement calme. Laura, d'un accent grave côté, se tenait sur son perron, regardant avec un intérêt non déguisé le déroulement du drame. Eleanor a fait une dernière tentative désespérée. Aaron, choisis maintenant, nous ou elle. Aaron a regardé à nouveau l'écran de l'ordinateur portable, puis moi, debout, grande et calme après des jours de planification et des années d'économie pour cette maison. Je pense que j'ai assez choisi pour nous deux, a-t-il dit doucement. Je vais vous aider à emballer. Les agents de sécurité ont accompagné Eleanor et Harold dans la chambre d'amis pour recueillir leurs affaires, s'assurant qu'ils ne prenaient que leurs propres biens. En moins d'1 heure, ils chargeaient leurs valises dans la voiture de Harold, leur visage affichant un mélange de choc et de fureur. Alors qu'ils s'éloignaient du trottoir, les voisins qui s'étaient rassemblés essayaient de faire semblant de ne pas regarder, mais je pouvais voir Laura me faire un subtil pouce levé depuis son jardin. L'histoire ferait le tour du quartier avant le dîner, mais pour une fois, cela ne me dérangeait pas d'être le sujet de conversation. Eleanor et Harold étant partis, la maison semblait étrangement silencieuse. Aaron se tenait dans le salon, l'air perdu dans ce qui avait autrefois été notre espace commun. Je ne l'ai pas vu, a-t-il dit, brisant enfin le silence. Je n'ai pas vu ce qu'il nous faisait, à nous, à toi. Tu n'as pas voulu voir, ai-je répondu, gardant ma voix stable. Tu as choisi de ne pas le faire. Sarah et l'équipe de sécurité étaient partis, mais pas avant de m'avoir aidé à changer toutes les serrures et codes de sécurité. J'avais maintenant une protection juridique et les moyens physiques pour l'appliquer. Ma maison était à nouveau la mienne, mais les dommages causés à mon mariage restaient une question ouverte. Qu'est-ce qui se passe maintenant, demanda Aaron, sa voix petite. Cela dépend de toi, ai-je dit. Je veux dire ce que j'ai écrit dans ces documents. Soit tes parents trouvent leur propre endroit où vivre de façon permanente, soit nous procédons au divorce et à la division des biens. Ils n'ont nulle part où aller, Judy. Ce n'est plus mon problème, Aaron. Ils ont vendu leur maison et mal géré leur argent. Ils ont essayé de s'emparer de notre maison et de nos vies. Ce sont leurs choix et leurs conséquences. Aaron a passé cette nuit-là dans un hôtel, me laissant de l'espace dans la maison pendant qu'il réfléchissait. Le lendemain, il est revenu avec une proposition. Ses parents iraient vivre chez sa sœur dans un autre état jusqu'à ce qu'ils puissent trouver un appartement pour seniors abordables. Il les aiderait financièrement de ses fonds personnels, pas de nos comptes conjoints. Et il voulait essayer de réparer notre mariage si j'étais disposé. Je t'ai échoué, a-t-il admis. Je les ai laissés tout écraser, tout ce que nous avons construit ensemble. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, ou peut-être jamais, mais je veux essayer de rectifier les choses. J'ai accepté d'envisager une thérapie de couple, mais j'ai précisé qu'il n'y aurait pas de seconde chance si ses parents tentaient à nouveau d'emménager. Nous devrions reconstruire la confiance lentement, en commençant par une transparence financière totale et un respect mutuel des limites. La restauration physique de notre maison a commencé immédiatement. J'ai embauché des professionnels pour réparer les dommages aux murs dus à l'installation de la télévision de Harold. J'ai complètement redessiné la cuisine qu'Eleanor avait réaménagée au-delà de toute reconnaissance, créant un espace encore plus beau et fonctionnel qu'auparavant. La chambre à coucher est redevenue un sanctuaire avec de nouveaux draps et rideaux pour remplacer ce qu'Eleanor avait changé. Mon bureau a été restauré à son état d'origine avec une sécurité améliorée sur mon ordinateur et mes fichiers. Chaque pièce qui avait été envahie a été récupérée et renouvelée, souvent mieux que son état d'origine. L'arrière-cour,
que Harold avait marqué pour son complexe de divertissement, est devenu mon projet spécial. Au lieu de béton et de barbecues intégrés, j'ai créé un havre de paix dans le jardin avec une petite fontaine, des sièges confortables, et des parterres de lavande et de roses. C'est devenu mon espace de réflexion où je pouvais réfléchir à la proximité de perdre tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur. Aaron et moi avons suivi des séances de counseling hebdomadaires où nous avons travaillé sur la trahison profonde que j'avais vécue et son incapacité à protéger notre partenariat. Les progrès étaient lents et parfois douloureux. Il y avait des nuits où je me demandais si notre mariage pouvait ou devait être sauvé. La partie la plus difficile, ai-je dit à notre thérapeute lors d'une séance, est de ne pas savoir s'il ferait le même choix à nouveau s'il était pressé par sa famille. Aaron a lutté pour regagner ma confiance, mais a montré son engagement par des actions cohérentes plutôt que par de simples mots. Il a maintenu des limites strictes avec ses parents, y compris des contacts limités et aucun soutien financier au-delà de ce qu'il pouvait fournir de ses fonds personnels sans affecter notre foyer. Mes relations avec mes amis et collègues se sont renforcées pendant cette période. Nicole est restée mon plus fervent soutien, venant m'aider pour des projets de maison et me prêtant une oreille attentive quand j'avais besoin de traiter mes sentiments. Mes collègues qui m'avaient vu me retirer pendant l'invasion ont accueilli mon attention et ma créativité renouvelée. Les voisins, en particulier Laura et James, sont devenus des amis plus proches après avoir été témoins du jour spectaculaire de la livraison spéciale. Nous étions tous en train de te soutenir, a avoué Laura un matin autour d'un café. Eleanor n'arrêtait pas de dire à tout le monde qu'elle emménageait définitivement pour réparer ta maison parce que tu n'étais jamais là. Nous savions que quelque chose n'allait pas. 6 mois après la confrontation, notre maison et nos vies s'étaient transformées. La maison reflétait à nouveau ma vision, et nos goûts communs, sans aucune trace de la tentative de prise de contrôle d'Eleanor et Harold. Aaron et moi avions établi de nouveaux modèles de communication et de respect. Bien que la confiance totale soit encore en cours, le plus important est que j'avais découvert ma propre force et mes limites. J'ai appris que parfois, se battre pour ce que l'on a construit signifie être prêt à s'éloigner de ceux qui ne le respectent pas. J'ai appris que s'affirmer n'est pas égoïste, mais nécessaire. Un soir, alors qu'Aaron et moi étions assis dans le jardin que j'avais créé à partir de ce qui était presque devenu la zone de divertissement en béton de Harold, il a pris ma main. J'ai failli tout perdre ce qui compte parce que je ne pouvais pas voir ce qui se passait, a-t-il dit. Merci de t'être battu pour notre maison quand je ne l'ai pas fait. Je me battais pour plus que la maison, ai-je répondu. Je me battais pour le respect, pour le partenariat, pour la vie que nous avions planifiée ensemble. La fontaine du jardin gargouillait paisiblement en arrière-plan tandis que les lucioles commençaient à apparaître dans le crépuscule. C'était à nouveau la maison. Pas seulement la structure, mais le sentiment de sécurité et d'appartenance que j'avais travaillé si dur pour créer. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui a franchi vos limites? Avez-vous jamais dû vous affirmer face à des membres de votre famille qui ne respectaient pas votre espace ou vos décisions? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire vous a aidé à réaliser l'importance de fixer des limites, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'histoires vraies sur la récupération de votre pouvoir. Rappelez-vous, parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de dire non à ceux qui ne respectent pas votre oui. Merci de m'avoir écouté et j'espère que mon parcours vous donnera du courage pour le vôtre.